À tous, présents et à venir, salut. Nous, occidentaux, nous nous sommes un petit peu gaussés des déboires de la flotte russe de la mer Noire avec en mai 2022 5 bateaux de perdus dont le Moskva. Mais du côté des USA, c'est pas Jojo non plus. Nous allons faire le point sur les gros soucis du principal bras armé de l'OTAN et sur les millions, voire les milliards de dollars que cela a coûté et continue à coûter aux contribuables US. Nous commencerons par deux vidéos sur les Littoral Combat Ships ou LCS, qui sera suivie d'une série sur les destroyers. Cette première vidéo est donc consacrée à la classe Freedom. Mais avant de nous lancer dans les explications, une petite précision. Ce n'est pas une bête critique des USA ni l'apologie d'un autre camp. J'ai utilisé toutes les sources ouvertes pour être le plus factuel possible. C'est d'ailleurs un point à souligner. On peut penser ce que l'on veut des USA, mais il y a beaucoup de transparence sur ces problèmes. C'est clairement moins le cas dans d'autres démocraties. Nous verrons d'abord qu'est-ce qu'un LCS et quel est son rôle. Ensuite, nous expliquerons la genèse de la classe Freedom, nous listerons les problèmes survenus et nous conclurons sur la décision qui a été prise sur cette classe. L'origine de la réflexion est à trouver dans le premier conflit de la guerre du Golfe, où les gros, très gros cuirassiers de la classe Iowa datant de la Deuxième Guerre mondiale, l'USS Wisconsin et l'USS Missouri, ont lancé des missiles Tomahawk sur l'armée irakienne au large du Koweït, mais aussi ont tiré ensemble plus de 1000 obus de 16 pouces. Ce genre d'opération de soutien des forces ou de bombardement sur le littoral était devenu leur marque de fabrique pour avoir fait le même job lors de la guerre du Pacifique, notamment le débarquement sur Iwo Jima, la guerre de Corée et la guerre du Vietnam. Mais en 1991-1991, ils ont dû évoluer dans une mer assez petite avec un paquet de navires de protection, rendant les manœuvres très dangereuses. D'ailleurs, le Wisconsin a failli se prendre un missile antinavire irakien, sauvé par un destroyer anglais. Si cela vous intéresse que je raconte cette histoire, dites-le moi en commentaire. À cela, il faut ajouter l'apparition d'une nouvelle menace avec la piraterie le long des côtes de la Somalie et également en Asie du Sud-Est, où, à nouveau, ces cuirassiers n'étaient pas d'une très grande utilité. Donc, le temps des mastodontes avec des très gros canons était passé. Et après une belle carrière, il faut le dire. Le Wisconsin est d'ailleurs l'emblème de la chaîne sur TikTok. Voyons les exigences du cahier de charge de ces unités qui doivent remplacer la classe Iowa pour ce genre de mission. Le LCS joue un rôle crucial dans 6 domaines clés. D'abord, la présence continue. Il faudra être présent tout le temps sur le terrain. Il faudra donc, avec la moitié de la flotte LCS déployée à tout moment, au moins 52 unités. Dissuasion et coopération. Le LCS est adapté pour établir et renforcer des partenariats maritimes en opérant avec des marines régionales plus petites. Pour cela, il devra être capable de pénétrer dans des ports étrangers en eau peu profonde qui étaient auparavant inaccessibles. Les commandements opérationnels disposeront d'un atout idéal pour les tâches de coopération en matière de sécurité dans le théâtre des opérations, libérant ainsi les grandes unités de surface pour d'autres missions. Contrôle de la mer. Le LCS sera multimission pour permettre de contrôler les lignes de communication maritime en éliminant les petits engins de concert avec les forces de haute mer. Il contrôlera aussi les menaces de mines, en particulier dans les goulots d'étranglement du commerce mondial. Projection de puissance. Le LCS vaincra les menaces anti-accès, telles que les mines, on vient de le dire, mais les petites embarcations de surface et les sous-marins, pour gagner et maintenir la suprématie maritime le long du littoral. Sécurité maritime. Le LCS est adapté pour mener des opérations de sécurité maritime, y compris la lutte contre la piraterie, le terrorisme et le trafic de drogue. Il doit être un moyen rentable pour remplir ses missions par rapport aux unités de surface plus grandes. Assistance humanitaire.
La présence continue garantit que le commandement aura toujours plusieurs navires disponibles pour répondre aux demandes d'aide en cas de catastrophe. Chaque LCS est capable d'effectuer des recherches et de sauvetage, ainsi que de la logistique aéroportée. La vitesse maximale de plus de 40 nœuds permettra un positionnement rapide sur le théâtre des opérations. Pour faire court et en grand résumé, ces LCS sont en fait l'équivalent états-unien des frégates modernes européennes telles que les FREMM françaises ou type 125 allemandes, pour ne citer que deux que nous avons déjà évoqués sur cette chaîne. Suite à cet appel d'offres, il est devenu assez évident qu'un seul design ne pourra pas répondre à l'ensemble des exigences. La Navy a donc opté pour deux conceptions, la classe Freedom que nous voyons aujourd'hui et la classe Indépendance qui sera l'objet de la prochaine vidéo. Voyons maintenant comment l'industrie a répondu à ce cahier de charge avec la classe Freedom. Comme le veut la tradition, la classe Freedom est dénommée ainsi d'après le premier navire fabriqué par Lockheed Martin en coopération avec Fincantieri, une firme italienne qui n'est rien de moins que la plus grosse firme de construction de navires d'Europe. Le baptême de ce premier navire de la classe date de 2006 et il était entré en service en 2008. La conception intègre une grande structure marine reconfigurable pour permettre des modules de mission rapidement interchangeables, un poste de pilotage avec un système intégré de lancement, de récupération et de manutention d'hélicoptères, et la capacité de lancer et de récupérer des bateaux, avec ou sans équipage, à la fois à la poupe et sur les côtés. Mais passons aux différents détails. Regardons d'abord l'armement. Nous avons un canon BAE Mk110 de 57 mm, avec 400 cartouches dans la tourelle et deux chargeurs de service prêts à l'emploi de 244 cartouches chacun. Nous avons ensuite trois espaces configurables qui peuvent recevoir soit 24 missiles Hellfire, qui sont en fait des missiles anti-navires ou d'attaque du littoral, ou 8 missiles RGM-184A. On peut également y placer des mitrailleuses anti-petits navires. Sur cette illustration, nous avons une configuration avec des mitrailleuses Mk44 Bushmaster et un espace pour missiles Hellfire. C'est donc une configuration typique pour les différentes missions anti-surface. Pour les missions antiaériennes, un laser de 150 kW peut y être placé. C'est un armement qui est encore en essai, il faut le signaler. Nous avons également un lanceur Mk49 avec 21 missiles SEL-Air à cellule roulante, RIM 116, pour une protection antiaérienne. Et enfin, une série de 4 mitrailleuses .50. Sur certains des nouveaux classes Freedom qui sont sortis, il y a jusqu'à 6 mitrailleuses. Pour ce qui est des systèmes de détection et de protection, nous avons d'abord un système de ciblage électro-optique infrarouge dénommé DORNA, un radar de recherche air et surface EADS North America, le TRS-3D, que l'on retrouve également d'ailleurs sur les corvettes allemandes, un module de communication ANWSC6, un système de leurre Therma ASW-SKWS. Il faut noter aussi que le système de détection WR2000 d'Argon a été placé à partir de la troisième classe, à savoir à partir de l'USS Fort Worth, qui n'est pas représenté sur l'illustration, mais qu'on peut voir ici. Il y a ensuite trois hangars qui sont reconfigurables, qui peuvent recevoir soit un module spécifique pour le déminage, soit un module pour la lutte anti-sous-marine, ou encore plusieurs semi-rigides pour les missions d'infiltration de la côte et les opérations anti-pirates. C'est ainsi 40% de la surface du navire qui peut être reconfigurée. Au niveau de la propulsion, il n'y a pas d'hélice, hélas, comme dirait l'autre, mais un système de jet d'eau de chez Rolls-Royce. C'est un peu comme un jet ski. La puissance nécessaire est fournie par une combinaison d'une part de 4 générateurs diesel qui fournissent chacun 750 kW, donc 3 MW de puissance, et d'autre part une turbine à gaz. Les turbines à gaz et les moteurs diesel peuvent être engagés séparément dans des modes de propulsion de croisière ou
pour atteindre les vitesses plus élevées, entraîner conjointement les jets d'eau. C'est ce qui leur permet d'atteindre les 40 nœuds et au-delà. Ce mode de fonctionnement s'appelle CODAG pour Combined Diesel and Gas. Pour correspondre aux différentes vitesses de jet d'eau requises, les entrées du moteur diesel et turbine à gaz sont équipées de deux étages de vitesse où le rapport de vitesse adéquat est sélectionné via un embrayage multidisque. C'est donc un embrayage comme sur votre voiture, mais du genre costaud, en théorie. Au niveau des autres caractéristiques et performances, nous avons 75 places qui, grâce à l'automatisation des systèmes et la faible maintenance, l'équipage permanent pourrait être réduit à 40 personnes, laissant ainsi l'espace de vie nécessaire pour les équipes spécialisées selon la mission. Nous avons une longueur de 115 mètres, une largeur de 17,50 mètres, un tirant d'eau de 4,3 mètres, pour un déplacement d'entre 3000 et 3500 tonnes, une vitesse maximale de 47 nœuds ou 87 km/h, une autonomie de 3500 milles nautiques ou 6500 km et un coût d'achat de 360 millions de dollars. Malgré le fait que l'acier du budget est dépassé, c'est donc pratiquement le double quand même, on trouve ici les points forts du concept. En théorie donc, 40 personnes sont dédiées à faire fonctionner le navire, les autres sont spécialisées dans leur mission. Ainsi, pour la lutte anti-sous-marine, 15 personnes sont nécessaires pour les systèmes de détection, les 10 autres servant pour l'hélicoptère embarqué. Il suffirait de 1 à 3 jours pour reconfigurer un bâtiment d'une mission vers une autre. C'était un véritable avantage. La vitesse est excellente, plus de 85 km/h sur l'eau. Moi, à 30 nœuds, je trouve que ça va déjà trop vite, mais alors à 45, je n'ose imaginer. Le tirant d'eau permet d'aller fort proche des côtes et d'accoster dans pratiquement tous les ports du monde. Ces avantages et le nombre de bateaux, on parlait à une époque quand même de 70 navires, devraient combler leur manque de survivabilité. En effet, être rapide et manœuvrant implique d'être léger au niveau du blindage. C'est une approche récente dans l'histoire de la marine des USA. Leurs bâtiments de guerre ont montré qu'ils pouvaient encaisser beaucoup. Cela démontre surtout que le concept s'inscrit dans son époque. Plus d'Union soviétique et peu de menaces chinoises, et encore rien au niveau de la Russie. Alors pourquoi avoir des bateaux pour un conflit de haute intensité, alors que la menace est plutôt dans des conflits asymétriques? De toute façon, face à des missiles de croisière, la protection passive que constitue un blindage n'est pas une solution. Donc ça, c'est la théorie. Voyons ce qui ne va pas. Dès les premiers essais en opération, il est apparu que pour faire fonctionner le navire, l'équipage devait presser 70 heures semaine, soit 10 heures non-stop, à quoi s'ajoutent les heures de garde où il faut être disponible pour remplir des missions spécifiques. Notamment la maintenance est un véritable cauchemar. L'automatisme c'est bien, mais il faut aussi entretenir tous les capteurs et systèmes en plus des classiques entretiens mécaniques. La mer est un environnement particulièrement corrosif pour tous ces équipements. En conséquence, plus de 40% de l'équipage montrait des signes d'épuisement, conduisant à des problèmes de concentration, entraînant des erreurs de jugement. Pour rappel, ces bateaux filent à 85 km/h le long des côtes et il fait faire gaffe au moindre petit rocher et aux autres bateaux. Quand vous faites des erreurs et que tout le monde est crevé, on s'engueule, l'ambiance se pourrit à une vitesse grand V et vous vous retrouvez avec un bateau rempli de zombies. Pas vraiment l'idéal pour un navire de guerre. Il est donc impératif d'augmenter le nombre de l'équipage, mais il y a un problème de passe. Alors, comment faire? Il n'y a pas 40 milliards de solutions. Les missions qui ont besoin de 85 places, soit il faut créer de la place dans les hangars, ce qui permet alors de porter la capacité à 98 places. Soit rendre le personnel un peu plus polyvalent, les deux solutions pouvant être combinées. Il faut donc renoncer aux reconfigurations et spécialiser les navires. Ensuite, probablement ce qui est le problème le plus inquiétant.
Après 8 années de fonctionnement, en 2016 donc, le bilan de fonctionnement n'était vraiment pas brillant. 3 des 4 classes Freedom ont connu des problèmes de propulsion. Le Milwaukee est tombé en panne dans l'océan Atlantique en décembre 2015 et a dû être remorqué jusqu'au port. Des débris métalliques ont été trouvés dans le système de filtrage. La cause a été attribuée à l'embrayage entre les systèmes de turbine à gaz et le moteur diesel, qui ne s'est pas désengagé comme prévu lors du passage d'un système de propulsion à l'autre. Fort Worth a subi une panne similaire dans l'océan Pacifique en janvier 2016. Des procédures inappropriées utilisées à bord du navire ont fait fonctionner l'embrayage avec une quantité insuffisante d'huile. Je vous disais que les équipages étaient épuisés, c'est malheureusement le genre d'erreur qui arrive à ce moment-là. En juillet 2016, Freedom a subi une fuite d'eau de mer dans l'un de ses principaux systèmes de propulsion diesel et a dû retourner à San Diego pour une décontamination de l'eau de mer. En octobre 2020, Détroit a dû retourner en Floride après un déploiement en Amérique du Sud après avoir subi une autre rupture de l'équipement d'embrayage. En février 2021, un problème a été découvert dans le système de propulsion du Minneapolis-Saint Paul, le plus récent navire de la classe Freedom, l'empêchant d'entrer en fonction. Les bateaux sont maintenant limités à 15 nœuds, ce qui est la vitesse d'un voilier. Malheureusement, ce n'est pas fini. Nous devons encore ajouter un problème à cette liste déjà longue. Le module de guerre anti-sous-marine pour les classes Freedom était en cours de développement lors du passage du contrat. Les premiers essais ont montré des performances très inférieures aux attentes, notamment pour la détection des dénis sous-marins chinois particulièrement silencieux. À ce niveau-là, les équipements testés n'arrivent pas à faire mieux que ceux produits par Thales et qui sont largement utilisés dans les marines européennes. L'US Navy pense donc plutôt équiper les frégates Constellation de dernière génération avec les systèmes Thales Captas 4. Comme ces frégates sont développées sur les modèles des frêmes françaises et italiennes, cette intégration devrait se faire sans difficulté. Mais quelle gifle pour l'industrie de l'armement US! La classe Freedom n'aura pas de module anti-sous-marin. Il est temps maintenant de conclure. Le principal problème est le mauvais design de la propulsion. Il a été démontré que cela coûterait trop cher de modifier les navires existants. Il faut pratiquement découper la coque pour pouvoir sortir les éléments défectueux. Le Freedom a déjà été décommissionné en septembre 2021. La Navy a proposé au SINA de décommissionner à partir de 2023 les 8 autres navires de la classe. En mai de cette année, l'amiral Mike Gilday a proposé de donner ces bateaux à des nations alliées plutôt que de les envoyer à la casse. C'est un peu dans cette perspective que l'on peut interpréter la visite en Méditerranée de l'USS Sioux City. Pendant ce temps, les 5 classes Freedom qui sont construites devront rentrer en service. L'USS Minneapolis-Saint Paul est en service actif depuis le 21 mai 2022, après 2 ans de retard. Et le Beloit, qui est le dernier terminé, a été mis à l'eau le 7 mai 2022. J'espère que les problèmes ont bien été résolus. Mais cette histoire aura coûté des milliards de dollars aux contribuables US et ils auront à la fin que 5 navires de lutte côtière avec un pack de mission fort réduit. L'espoir de voir ces bâtiments avoir une utilité est dans l'adaptation des cellules de lance-missiles pour pouvoir tirer des missiles anti-navires Longbow plus efficaces que les Hellfire. Encore faut-il que la structure de la coque résiste au blast du missile. Voilà, c'est ici que se termine cette première vidéo de cette série. Cette histoire peut servir de contre-exemple à toutes celles et ceux qui, parmi vous, gèrent des projets. Je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit, c'est selon.